Et bienvenue dans le débat consacré à la présidentielle américaine. Alors que les résultats du Super Tuesday préfigurent un futur duel Biden-Trump, Donald Trump écrase sa rivale Nikki Haley qui l'emporte néanmoins dans l'État du Vermont. L'ancienne ambassadrice de l'ONU suspend maintenant sa candidature, mais sans soutenir explicitement Donald Trump. Biden et Trump appellent ses électeurs d'ailleurs à les rejoindre. De son côté, Joe Biden, qui n'a pas de véritable challenger, emporte tous les États de ce Super Tuesday, sauf surprise, un match Joe Biden-Donald Trump se profile donc pour le scrutin du 5 novembre. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce Super Tuesday ? Cette élection présidentielle sera-t-elle donc un duel Biden-Trump ? Et finalement, peut-on dire que la campagne présidentielle démarre véritablement maintenant ? Sur quel thème cette campagne, justement, va démarrer ? Et sur quel thème vont-ils se battre, ces deux candidats ? Quelles sont les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux ? Voilà les questions que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Kuntz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là dans le débat. Professeure à l'INSEC Paris, autrice de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue Hélène. Merci. En face de vous, Christine Zumelo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également, professeure de civilisation et politique américaine à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Nous avons avec nous Ketevan Gorgestani. Bonsoir Ketevan, chroniqueuse internationale à France 24 et ancienne correspondante à Washington pour France 24. Bienvenue également Ketevan. Par Skype de Toulouse, nous avons avec nous ce soir Vanessa Biar-Schaeffer. Bonsoir, vous êtes vice-présidente des Republican Overseas France. Bienvenue à vous. Bonsoir. On va regarder la carte de ces résultats de ce fameux Super Tuesday, voir que Donald Trump l'a emporté dans tous les États concernés. Donc, il s'agit de 15 États, sauf dans le Vermont. Vous voyez ce petit État là au nord-est, dans lequel c'est Nikki Haley qui a gagné le Vermont. Elle avait gagné également dans le district de Columbia. Ça, c'était avant le Super Tuesday. Dans les États conservateurs, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Trump a obtenu 70% des voix. De son côté, Joe Biden l'a emporté dans tous les États du Super Tuesday, sauf dans le territoire des Samoa. On va écouter Donald Trump. C'était donc lors de son discours, juste après les résultats du Super Tuesday. Il y avait un problème, Vanessa Biar-Schaeffer? C'était une nuit géniale, un jour génial, un moment incroyable dans l'histoire de notre pays. C'est triste à bien des égards, mais franchement, je pense que cela va être une source d'inspiration que personne n'a pu susciter depuis longtemps. Nous avons un grand parti républicain avec des talents incroyables et on va avoir de l'unité, cela va arriver très vite. Le succès va apporter de l'unité au pays comme ça s'est passé avant. On avait la meilleure économie jamais vue dans le pays. Tout le monde voulait être ensemble, les Afro-Américains, les Américains d'origine asiatique ou hispanique. Les femmes, les hommes, les personnes diplômées des meilleures universités ou au contraire les personnes qui n'ont pas fini le lycée. Toutes les communautés allaient mieux que jamais auparavant et c'était une belle chose. Notre pays s'était rassemblé. On peut dire que cette victoire est tout de même écrasante pour Donald Trump. Comment l'expliquer ? C'est la domination de Donald Trump au sein du Parti républicain, notamment dans les primaires, puisque dans les primaires, c'est la base qui compte. Et quand il s'agit de la base, il n'y a personne d'aussi fort que Donald Trump. Nikki Haley a bien entendu essayé. On l'a vu qu'elle a fait mieux avec ceux qui sont plus éduqués, avec les gens dans les banlieues, avec les femmes, par exemple, avec les indépendants. Mais ce n'était pas suffisant pour remporter une primaire dans le Parti républicain, à part dans le Vermont. Mais même dans le Vermont, elle n'a pas fait aussi bien qu'on aurait pu le penser. Et donc, c'était vraiment la conclusion que tout le monde attendait, qui était, à un moment donné, Donald Trump allait gagner. Et là, c'était le Super Tuesday. Mathématiquement, ce n'est pas encore complètement fini. Mais globalement, il a remporté la nomination. Et ce n'était pas une surprise. La question, c'était plutôt combien de temps elle allait tenir. Et là, c'était vraiment la fin. Sur Donald Trump, Vanessa Biar-Schaeffer, puisque vous êtes la républicaine de ce plateau, est-ce que ça veut dire, comme vient de dire Ketevan, que le Parti républicain est véritablement devenu trumpiste, qu'il a vraiment été repris par cette fameuse base MAGA? La base populaire du Parti républicain n'a pas été perdue depuis les dernières élections, c'est ce que cela confirme. Et ensuite, je pense que la décision de Nikki Haley est une confirmation de fait
du fait que Trump a gagné ses primaires et donc qu'il y a une base qui s'est largement exprimée et qui est elle-même très large. Hélène Kounz, est-ce que c'est le fruit d'une longue évolution depuis, on peut dire, le mouvement du Tea Party ? Certes, mais aussi une évolution dans les statuts du Parti républicain, qui ont modifié leurs règles du jeu en matière d'investiture d'un candidat pour que celui ou celle qui avait majoritairement rafle tous les votes pour l'État. C'était fait volontairement pour que ça aille plus vite, pour qu'il y avait moins de contestations en interne. Et donc, Donald Trump a su bénéficier de ce système qui allait vraiment dans son sens. Je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir un peu plus de débat parce que son investiture, c'est quand même pour le mois de juillet. Et je regrette qu'il n'y ait pas un discours politique qui est plus diversifié. Christine Zumelo, cette base MAGA, est-ce qu'elle s'est encore renforcée finalement pendant les années Biden ? Je crois que c'est intéressant aussi, pour répondre à votre question de façon plus technique aussi, c'est important de faire un flashback sur Super Tuesday qui existe depuis 1988. Et le but, c'était de faire un flash sur un certain nombre d'États en même temps, donner une vision nationale à une élection qui est très basée sur des partis, sur des candidats. Donc là, effectivement, il y a un certain nombre de candidats dont la parole a été coupée, puisque ça s'arrête. Là, les primaires vont continuer, bien sûr, mais le match est gagné. Donc ça, c'est la grande question que vous venez de poser. C'est évidemment la question qu'on se pose pour novembre. C'est-à-dire, est-ce que les résultats qui sont ceux des élections, là, primaires, vont être ceux qu'on attend pour novembre ? Donc il y a un certain nombre d'États qui sont les États pivots. Et on attend de voir si les primaires, c'est des élections vraiment d'État et de partis. Vous voulez dire, ça questionne ces fameux swing states, voir justement ce qui va se passer absolument. Dans le Michigan, enfin en Pennsylvanie, un peu tous ces États. C'est intéressant de voir la carte que vous avez montrée en revenant sur ces États aussi. Oui. Nikki Haley, en tout cas, on l'a dit, elle n'a gagné que lors de ce Super Tuesday dans le Vermont, cet État de l'Est, du Nord-Est. Elle avait gagné toutefois dans le district de Columbia auparavant. Elle se retire de la course, elle suspend sa candidature, elle l'a dit il y a quelques heures, mais elle ne soutient pas explicitement Donald Trump. On l'écoute. C'est maintenant au tour de Donald Trump de gagner les votes de ceux qui, dans notre parti, ne le soutenaient pas, et d'électeurs avec d'autres sensibilités politiques. Et j'espère qu'il le fera. La politique, c'est ramener les gens à votre cause et pas les éloigner. Et notre cause conservatrice a grandement besoin de plus de gens. C'est maintenant son moment de choisir. Vanessa Bier-Schaeffer, donc ce n'est donc pas tout de même un grand chelem pour Donald Trump, puisqu'elle a quand même gagné dans un État, dans le Vermont. Elle a fait des scores assez honorables dans le Massachusetts et en Virginie, à peu près 35%, 23% dans le Maine. Que vont faire ces électeurs, à votre avis ? Bon, il est toujours honorable de se présenter à une élection, mais parfois il faut quand même effectivement être en face de la réalité. Elle avait extrêmement peu de chances d'aller jusqu'au bout. Elle est minoritaire dans le vote populaire. C'est une candidate d'un certain lobby ou forme de pensée au sein du Parti républicain qui n'est plus majoritaire. Donc à partir de là, d'autant que je pense qu'elle se maintenait aussi un peu artificiellement en attendant peut-être des événements au cours des primaires, ce qui est tout à fait normal, hein, tout peut arriver en politique. Quel type d'événement vous voulez dire ? On sait très bien que Trump a une série de procédures au civil, et puis au niveau des États, on lui court après, certains procureurs lui courent après, donc on pouvait effectivement anticiper que peut-être il serait empêché d'aller jusqu'au bout, ce qui est d'ailleurs une hypothèse à ne pas écarter, merci, tout de suite. Mais là, bon, je veux dire, elle a fait une élégante campagne, mais elle est ultra minoritaire et donc c'était peut-être pas nécessaire de continuer les frais. Après son discours sur le rassemblement, je pense que vu les chiffres électoraux là aux primaires de Trump, je pense que c'est un peu difficile quand même de donner des leçons de base électorale à Trump. Je pense que ce qu'elle signifie par là, et ça c'est plutôt bien, c'est effectivement que tout le monde soit représenté dans les futures équipes de campagne et gouvernementales éventuellement de Trump. Ensuite, il y a aussi d'autres élections qui sont en cours, de choix de candidats pour les autres élections. Il n'y a pas non plus que les présidentielles.
Et là aussi, il faudrait peut-être étudier un petit peu ce qui se passe dans les États. C'est assez intéressant et en tout cas très intéressant pour les Américains qui vont devoir décider aussi de leur avenir au niveau des États et des certains responsables politiques locaux. Oui, les gouverneurs, en l'occurrence, Ketevan. Elle disait, elle, Nikki Haley, qu'elle voulait rétablir la normalité face au chaos de Trump. C'était son positionnement. Ces électeurs, manifestement, ne font pas partie de MAGA. Donc ça va être intéressant de savoir s'ils vont finalement voter Trump ou pas. Est-ce qu'ils pourraient, parce que Joe Biden a demandé d'ailleurs à ses électeurs de voter pour lui, est-ce que les électeurs de Nikki Haley pourraient aussi voter démocrate? Pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, c'est que ces électeurs sont peut-être minoritaires, mais ils risquent d'avoir une importance beaucoup plus importante que leur nombre lors des élections de novembre, puisque ça va se jouer, comme on l'a dit, dans quelques États clés où les élections en 2020 se sont jouées à quelques dizaines de milliers de voix, et dans des élections aussi proches, des électeurs tels que les électeurs de Haley, qui sont des républicains plus modérés, des indépendants, des gens qui sont un peu plus éduqués, ces gens-là, ce qu'ils vont faire sera décisif, que ce soit pour Donald Trump ou pour Joe Biden. C'est pour ça qu'on a vu et Donald Trump et Joe Biden dire « venez chez nous ». Et il y a 3 options vraiment pour les électeurs de Haley. Il y a, finalement, on est républicain, donc à la fin, on va quand même voter pour le candidat républicain Donald Trump. Il y a l'option on va rester à la maison parce qu'on ne veut pas voter pour un démocrate, mais on ne veut pas voter pour Donald Trump, c'est les Never Trumpers. Et il y a l'option qui probablement sera peut-être minoritaire, c'est éventuellement, il y aura quelques-uns qui vont aller voter vers Joe Biden parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée d'avoir Donald Trump à nouveau dans la Maison-Blanche. Hélène Kuntz, et ça compte, parce que comme le disait Ketevan, de quel État parle-t-on? Peut-être du Michigan, peut-être de la Pennsylvanie, enfin, chaque voix compte. On parlait de dizaines de milliers de voix il y a 4 ans. Et le comptage est de plus en plus âpre. Il y avait aussi des contestations dans l'Arizona également. Donc tous ces États sont toujours en balance. Je pense que Nikki Haley se retient aussi. Elle était peut-être pressentie comme colistière pour le ticket Trump. Il aurait pu y avoir un ticket Trump-Nikki Haley, c'est encore possible. Mais clairement. Au fait, leur façon d'interagir, c'était un peu comme Biden et Harris, juste avant que Kamala Harris soit la nominée. Je pense que Nikki Haley ne sera pas cette personne, mais je crains qui ça sera. Ça sera un peu terrible. Ça peut être. Qui? Vous avez déjà une idée peut être Tim Scott, qui est un noir américain du Caroline du Sud. Et étant très cynique, je pense que Trump pourrait le mettre pour avoir plus de voix parmi les Afro-Américains. Tim Scott pourrait être donc son colistier. Christine Zumelo, quel est l'enjeu pour Nikki Haley aujourd'hui, finalement? Et je voudrais aussi rappeler qu'elle a perdu la primaire dans son propre État, qui est la Caroline du Sud, dont elle a été gouverneure. Ça, c'était une sacrée claque. Donc, ça a été évidemment un coup d'arrêt avant Super Tuesday déjà, et qu'elle a gagné, comme vous le disiez, dans le Vermont, qui est l'État, c'est un État iconoclaste, le Vermont, puisque c'est l'État de Bernie Sanders, qui est lui-même quand même l'électron libre du Parti démocrate. Donc c'est très intéressant de voir avec attention où vont aller les électeurs qui ont voté pour elle dans le Vermont. Vanessa Bier-Schaeffer, une réaction sur justement le colistier que prévoit peut-être Hélène Kuntz, colistier de Trump? Je ne vois pas en quoi ce soit cynique de représenter cette minorité dans une équipe de campagne en étant colistier. Depuis que les Américains ont perdu une entité par leur religion, c'est-à-dire qu'on se définissait jusqu'à un certain temps comme catholique, protestant, juif, évangéliste, etc. Maintenant, avec la perte de religion, c'est l'identité, une autre identité culturelle qui s'est imposée au fil du temps. Donc, je ne vois pas en quoi cela est cynique. Chacun, effectivement... Mais vous pensez aussi que ça pourrait être Tim Scott? Non, il y a d'autres noms aussi qui circulent. Après, moi, très franchement, je m'attends à une surprise. Parce que souvent, avec Trump, on n'anticipe pas les coups de communication ou les choix qu'ils peuvent faire qui sont assez iconoclastes. Donc, en fait, pour vous dire la vérité, on a un peu ouvert les paris au sein du Parti républicain en France. Et chacun a son ou candidat ou... Alors, quel est le vôtre? Moi, je me dis qu'aucun des noms qui sont cités peut-être n'apparaîtra. Et je m'attends à
à une carte auquel on n'aurait absolument pas pensé. Mais je n'ai pas de nom pour cette raison-là. Alors je dis à tout le monde, mais moi, à mon avis, c'est ni l'un ni l'autre. J'attends de voir. Vous attendez. Alors Joe Biden, puisque lui aussi a remporté de manière éclatante ce Super Tuesday. Il a tweeté d'ailleurs immédiatement après sa victoire. Il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de challenger. Est-ce qu'il fait mieux que Barack Obama en 2012, Hélène Kuntz ? Ah, ça c'est une très bonne question. Je crains que non, il n'y a pas l'engouement pour Joe Biden. C'est ça qu'il faut qu'il doit résoudre d'ici à novembre. Mais vous n'en êtes pas sûr tout de même, parce que j'ai... Non, je ne suis pas sûre. Des millions d'électeurs, certes, je ne sais pas. Honnêtement, là, vous me posez une colle. On ne sait pas s'il a fait mieux que Barack Obama. En tout cas, un tel score est un classique pour un président sortant, on va dire. Oui, tout à fait. Mais sans l'enthousiasme. Sans enthousiasme. Mais je pense qu'il y a sans enthousiasme, et il y a l'autre aspect qui est que, comme pour Trump dans ce Super Tuesday, il y a l'image de ce sorte de bulldozer avec tous ses États remportés. Et sous cette image de bulldozer, il y a les quelques faiblesses qui pointent. On a pointé les faiblesses de Donald Trump. Les faiblesses de Joe Biden, c'est notamment ce vote de uncommitted, les gens qui sont allés voter dans la primaire démocrate, mais qui ont refusé de voter pour Joe Biden. Il y a notamment les votes non engagés, en français. Il y a notamment le Michigan et notamment le Minnesota, où il y a une large communauté musulmane et ou arabe. Et c'est un vote de protestation contre le soutien de Joe Biden envers Israël dans la guerre à Gaza et avec le Hamas. Et ça, notamment dans le Michigan, c'était, je crois, 13%. Et il s'attendait à un score un peu plus faible dans le Minnesota. Et finalement, ça a été bien plus élevé, presque 20%. Et on a l'impression que là, ces non-engagés, ça ne concerne plus que les musulmans ou les arabes. Ça concerne également beaucoup de jeunes plutôt de gauche. Et c'est un vol de protestation. Et là encore, comme avec Donald Trump et les électeurs de Haley, il y a cette question, que vont faire ces non-engagés en novembre ? Alors là, a priori, ils ne vont pas aller voter pour Donald Trump, mais ils pourraient rester à la maison parce qu'ils décident que Joe Biden, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et la différence et le ratio entre ceux qui vont rester à la maison et ceux qui vont vraiment aller voter pour Joe Biden, là aussi, ça pourrait faire ou défaire la réélection de Joe Biden. Christine Zumelo ? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une grande question. C'est la participation électorale aux États-Unis qui est de toute façon historiquement très faible. Dans les primaires, il y a encore une participation encore plus faible puisque c'est uniquement au sein de son parti qu'on va voter ou pas, comme vous le disiez. Donc ça, c'est effectivement, ça tourne autour de 50%, un peu moins de 50% de participation lors de l'élection générale en novembre. Donc là, c'est vrai. Effectivement, est-ce que ces deux candidats qui ont des casseroles, tous les deux de nature différente, pour utiliser un terme très on va revenir très sur les simple, casseroles, comme vous les appelez. Que vont faire les électeurs en novembre ? Parce qu'encore une fois, on sait que c'est très serré. En tout cas, c'est ce que tous les sondages montrent. Alors, j'en cite un du New York Times du 2 mars. Si l'élection avait lieu ce 2 mars, donc c'était il y a quelques jours, 43% des électeurs voteraient pour Joe Biden contre 48% pour Donald Trump. Donc, Donald Trump a plutôt tendance même à être un peu devant. Vanessa Bier-Schaeffer, finalement, ça sera quand même serré. Rien n'est joué. L'âge des candidats, c'est quand même, ça revient très souvent, 81 ans pour Biden, 77 ans aussi pour Donald Trump. Est-ce que ça reste quand même, je dirais, une incertitude dans ce scrutin des deux côtés finalement ? Écoutez, j'avais déjà dit une fois sur une radio il y a lors de l'élection que c'était un peu Chronos qui mangeait ses enfants, c'est-à-dire aucun des deux partis ne fait émerger de nouvelles générations. Je pense que c'est un peu aussi les temps actuels. Ceci dit, on peut avoir des surprises. Alors moi, peut-être que j'ai un côté à chercher un petit peu les scénarios inédits. Il y a deux choses que je note. Cette montée, effectivement, de gens mécontents, notamment chez les démocrates, et une candidature qui a été écartée, et je pense dommage pour le débat qu'on aurait pu avoir à l'occasion de ces élections, c'est celle de Kennedy. Je crois qu'il est encore en train d'essayer peut-être de se présenter. Il y aurait des contacts avec un parti politique restant aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est un scénario qu'on pourrait envisager ? Deuxième scénario aussi, est-ce que les deux candidats vont rester jusqu'à la fin ? Parce qu'effectivement, Biden peut avoir des soucis de santé.
pour devoir être remplacé à la dernière minute. Je n'écarte pas une candidature un peu surprise dans ce cas-là, en fonction des situations. Et la même chose pourrait se passer aussi pour Trump. Donc en fait, j'ai le sentiment que certes, les primaires ont déterminé les candidats. Ce sont des candidats forts dans les deux camps. C'est une réitération un petit peu du débat qu'il y avait déjà eu aux dernières élections, mais c'est la roulette, tout peut arriver, j'ai l'impression aussi. C'est la roulette. Hélène Kounce, vous êtes d'accord avec Vanessa Bier-Schaeffer. Bon, c'est vrai qu'il y a Biden et son âge, mais alors elle parle éventuellement de Kennedy qui pourrait ressurgir. Donc c'était effectivement l'un des candidats. Hein. Oui. La primaire démocrate, ça pourrait aussi être Kamala Harris s'il se passait quelque chose. Et puis Donald Trump avec ses procès qui lui aussi donc risque finalement aussi peut-être une entourloupe à un moment donné. Alors techniquement, ça peut être Kamala Harris parce qu'elle est désormais sur la liste de vote, sur le ticket. Elle est sur le ticket officiellement. Officiellement, elle est la colistière. Mais c'est très intéressant, on n'a pas pu avoir de débat toujours à cause des changements des règles internes du Parti républicain. C'est-à-dire, ils ont écarté la possibilité de débattre contre Donald Trump et ils ont même écarté la possibilité d'avoir des débats, de participer à des débats organisés par la commission, c'est leur job de le faire avec le candidat en face. Mais pour le Parti démocrate aussi, le fait qu'on se retrouve simplement avec Joe Biden et Kamala Harris donc en deuxième posture, il y avait Kennedy par exemple, ça serait... Mais je pense que matériellement et sur le plan logistique, c'est impossible. Même, vous savez, l'office le secrétaire de Michelle Obama a dû démentir l'idée qu'elle va se trouver comme candidate surprise. Ça ne se fait pas. On n'a pas un système qui permet des candidats surprises. Alors, il y a quand même une différence quand on parle de s'il se passe quelque chose, d'un côté ou de l'autre. Il y a une différence entre si ça se passe avant les conventions et après les conventions. Alors, convention au mois de juillet pour les démocrates, me semble-t-il, et mois d'août pour les républicains. S'il se passe quelque chose avant, techniquement, notamment chez les démocrates, c'est le DNC, le Parti démocrate, qui va se réunir et qui va gérer. Donc, il pourrait automatiquement dire, bon, Kamala Harris est la VP, on la met en numéro 1 et on trouve un autre vice-président. Mais il pourrait décider de faire autrement. Par exemple, de faire revenir le fameux Kennedy. Oui, alors Kennedy, il n'a pas vraiment la cote au sein du Parti démocrate. Donc je doute que le Parti démocrate aille voir Kennedy, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre du Parti démocrate. Donc, le gouverneur de Californie, par exemple. Voilà, Gavin Newsom, par exemple, Gretchen Whitmer dans le Michigan. Sérieux, quand même. Voilà, des gens un peu plus sérieux et qui ont un standing au sein du Parti démocrate. Et un peu pareil au sein du Parti républicain. Et c'est pour ça que Nikki Haley a tenu aussi longtemps qu'elle a tenu aussi. Parce qu'elle était un peu dans la catégorie, on va voir venir, si jamais il se passe un truc, derrière, mathématiquement, là, c'est celle qui a le plus de délégués. Donc, pareil, c'est le parti qui décide. S'il se passe un truc, il faut que ça soit aussi avant la convention républicaine, là, pour le coup, donc avant le mois de juillet. Alors, quand on regarde justement la chronologie des procès de Trump, il y aurait peut-être un procès cet été, justement. Alors, il y en a plusieurs qui potentiellement pourraient avoir lieu, mais le premier qui va commencer et qui risque d'être terminé le plus tôt, c'est aussi le moins sérieux, si je puis dire. C'est Stormy Daniels, c'est à New York, c'est pas le procès sur le 6 janvier. Alors celui-là, justement, ce procès sur le 6 janvier, il pourrait avoir lieu cet été. Alors la date n'est pas définie, mais effectivement, on comprend bien que définir la date de ce procès, c'est absolument catastrophique éventuellement pour Trump pendant la campagne électorale. Donc là, je crois que c'est très intéressant d'attendre demain aussi et de voir le discours de l'Union que va faire le président Biden. Donc là, je pense qu'on s'attend tous à ce qu'il ait un discours quand même très offensif pour recadrer les choses et essayer de montrer qu'il est quand même dans la course. Hein. Donc là, il y a un enjeu très fort. Sur les incertitudes, Vanessa Bier-Schaeffer, justement, ce procès de Donald Trump, on attend la date du procès autour des événements du 6 janvier, qui est le procès le plus important. Il pourrait donc avoir lieu avant la convention républicaine, à votre avis? On devrait le savoir quand, au mois de juin? Je ne sais pas exactement la date, ça c'est encore une question ouverte. Par contre, il y a déjà un avis de la Cour suprême sur notamment l'utilisation du 6 janvier pour écarter du bulletin le nom de Trump. Donc on voit bien quand même qu'il y a une direction juridique qui est en train de prise et qui serait à mon avis plutôt favorable pour Trump. Et puis si vous regardez les sondages et les bases électorales, personne aux États-Unis n'est dupe, je pense, de cette agitation du 6 janvier
janvier utilisé à des fins politiques plutôt qu'une sécession de la part d'un ancien président, ou enfin à l'époque encore, président des États-Unis. Oui. Je pense que tout ça, ce sont beaucoup de bruit pour éviter de parler des sujets principaux, notamment économiques, notamment les sujets de guerre. Il y a quand même 2 guerres principales qui sont en train de se dérouler à l'étranger et qui engagent quand même les États-Unis. Donc c'est pour ça aussi que je regrette quelque part que nous n'ayons pas eu des candidats. Alors, Madame conseillère américaine, Madame Coons, est-ce que je vous prie de m'excuser, critique beaucoup le choix, enfin les débats qu'il n'y aurait pas eu au sein du Parti républicain. Il me semble qu'il y a eu beaucoup plus de débats, beaucoup plus de candidats au sein du Parti républicain qu'il n'y a eu de génération de nouvelles têtes au Parti démocrate. Mais je le regrette de toute façon pour les 2 partis, pour le débat pour les Américains. J'aurais préféré avoir effectivement un peu de nouveauté, mais je pense qu'elle peut arriver, qu'il y ait des procès ou pas contre Trump, que la date se soit fixée ou pas. En politique, tout peut arriver, et vu le combat de titans auquel nous allons assister, tous les coups sont permis, je dirais. Effectivement, personne n'est dupe. Donald Trump dit 2 choses à la fois. Il dit « la justice doit être rapide ». Mais je prolonge tous mes procès. Donc, s'il est à ce point innocent, qu'il réclame que la justice soit faite le plus rapidement que possible, alors qu'il déploie tous ses avocats pour ralentir tous les procès. Et ça a marché. Et ça marche, Ketevan. Alors, juste 2 choses pour rebondir sur l'histoire de la Cour suprême. La question du Colorado et d'enlever ou pas Trump du Colorado, même les experts du droit américain expliquaient que c'était quand même très très compliqué juridiquement de dire qu'un État a le droit comme ça, sans aucune décision juridique, d'enlever quelqu'un, de déclarer l'inéligibilité, de le déclarer inéligible. Donc c'était pas vraiment une surprise que la Cour suprême aille dans le sens de Donald Trump sur cette question. L'autre question est bien plus importante, et c'est pour ça que la Cour suprême a décidé de se positionner dessus, et elle rendra son opinion en juin à un moment, à la fin de son mandat. Et en général, on sait que quand les sujets sont un peu sérieux, ils aiment bien attendre jusqu'à la dernière minute avant de les donner, comme pour l'avortement par exemple, ils ont attendu bien longtemps. Là, c'est la question de est-ce qu'il a une immunité totale sur le fait de pouvoir aller devant la justice pour ce qu'il a commis en tant que président. Ça sera une autre question, et c'est la décision de cette Cour suprême qui ensuite aura des conséquences sur le possible départ ou commencement de ce procès pour le 6 janvier. L'autre chose, c'est que personne n'est dupe, et c'est pas un problème pour Donald Trump. Quand on regarde les sondages, il y a quand même un sacré paquet de républicains même qui ont voté pour Trump, qui disent que la seule raison pour laquelle ils ne voteraient pas pour Trump, c'est si jamais il était reconnu coupable dans un de ses procès. Donc c'est quand même quelque chose qui pourrait jouer. C'est quand même une sorte d'épée de Damoclès. Tout à fait, pour Donald Trump. Absolument. Alors évidemment, dans cette incertitude. Ouais. Et on est vraiment dans la fiction là d'une date. Alors on attend une date, on n'attend pas de date, etc. La Cour suprême aussi, c'est quand même paré. Elle est sortie un tout petit peu du débat aussi, puisqu'elle a dit dans l'opinion qui est sortie récemment que de toute façon c'est un procès au Congrès, si jamais au sujet du 6 janvier, il faut que le Congrès agisse et lance la première procédure. Donc c'est une façon aussi pour la Cour suprême de ne pas être encore sollicitée. C'est ça qui est dit aussi ne pas être vu comme s'ingérant dans une élection présidentielle. Sauf que là, ils vont probablement devoir le faire. Donc, d'un côté ou de l'autre, ça va avoir des conséquences sur cette élection. Après, même si ce procès du 6 janvier commence, disons, mi-juillet, ce qui sera terminé d'ici le début novembre, c'est impossible. Enfin, un donc, procès comme ça. Sur la candidature de Trump, au final. Ça veut dire qu'il sera au tribunal, et ça pourrait jouer en sa faveur d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément. Ça pourrait jouer en sa faveur si on le voit justement devant les juges, ou au contraire en sa faveur. On l'a vu qu'il utilise ça. Mais il sera candidat. Oui. Quoi qu'il arrive. Mais il utilise ça, il a utilisé ça très bien pour motiver ses troupes. Oui. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu une question juridique ou un problème pour lui, il a utilisé ça, que ce soit financièrement, pour ramener de l'argent, et pour vraiment motiver. Il a fait des t-shirts. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui motive sa base. Donc, ça peut être quelque chose qui joue en sa faveur. Son mugshot sur les mugs. Oui, son mugshot, par exemple. Un mot sur l'immigration. C'est vraiment quand même au centre de cette campagne, le thème de l'immigration. On en parle tous les jours aux États-Unis. On va faire un point en images avec Cécile Galuccio.
Lors de son premier mandat, il avait interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer sur le territoire américain. Donald Trump avait aussi comme projet de séparer des milliers d'enfants de leurs parents entrés illégalement. Il avait surtout donné un coup d'accélérateur à la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. S'il est réélu, il promet d'aller encore plus loin dans la lutte contre l'immigration clandestine et de se démarquer encore plus de Joe Biden. D'ici à ce que ce type quitte ses fonctions, nous aurons, à mon avis, 18 millions de personnes dans notre pays qui ne devraient pas être ici. Ils viennent de prisons et d'institutions psychiatriques. Ce sont des terroristes. Nous allons en payer le prix. Il s'agira de la plus grande déportation de l'histoire de notre pays. Et nous n'avons pas le choix. L'ancien président l'assure, si deuxième mandat il y a, il facilitera les transferts massifs de millions d'immigrés, tout comme l'avait fait dans les années 50 le président Eisenhower. Ce dernier avait lancé la plus grande opération d'expulsion de latinos de l'histoire américaine, plus connue sous le nom d'opération Wetback. Aujourd'hui, on estime à 11 millions le nombre de personnes vivant illégalement aux États-Unis. 7 millions sont connus du gouvernement fédéral. Alors avec ses conseillers, Donald Trump a un nouveau plan, encore plus brutal. Il s'agit d'une entreprise tout aussi importante, audacieuse et ambitieuse que la construction du canal de Panama. Le président Trump a esquissé un plan qui prévoit la construction de camps de transit à grande échelle près de la frontière, très probablement au Texas. Il a également promis de mettre fin au droit du sol, une mesure contraire au 14e amendement qui indique que toute personne née aux États-Unis est un citoyen américain, quel que soit le statut de ses parents. De son côté, Joe Biden, qui a bien compris que la question migratoire était un enjeu majeur de l'élection, a demandé aux républicains de soutenir son projet de loi sur la sécurité des frontières. Donald Trump a refusé. Il veut que l'immigration soit son thème de campagne. Vanessa Bier-Scheffer, on l'a écouté, camp de transition, remise en cause du droit du sol. Enfin, c'est très extrême en fait, ce que propose Trump en matière d'immigration. Alors, il y a deux sujets je pense qu'il faut séparer deux sujets. Il y a la traversée des gangs violents qui viennent d'Amérique du Sud sur le territoire américain qui pose de très gros problèmes parce que là, on montre souvent les images effectivement qui nous affectent de familles, etc. Mais la réalité, c'est que beaucoup qui passent ne sont pas de gentilles familles qui émigrent pour des raisons économiques ou sociales, mais des gangs qui font du trafic de drogue et de différentes actions très violentes sur le sol des États-Unis. Ensuite, la législation sur l'immigration d'année en année, que ce soit des administrations démocrates ou républicaines, s'est toujours resserrée. À titre d'exemple, si vous êtes citoyen américain et que vous êtes marié à un Français, par exemple, ou à un Européen, vous avez des enfants, il faut que vous demandiez un premier papier pour pouvoir émigrer, repartir aux États-Unis avec eux. C'est un coût de 1 000 €, c'est au minimum 1 an d'attente et c'est un papier juste préliminaire pour obtenir une carte de travail aux États-Unis. Donc, on peut comprendre que des citoyens qui suivent les étapes régulières et qui se mettent dans le droit, quand ils constatent que des gangs violents traversent la frontière, soient un petit peu dépités et que qu'ils soient démocrates ou républicains, souhaitent qu'une action un peu virile soit prise. Viril, c'est ce que vous dites tout de même. C'est Vanessa Bier-Scheffer. En matière de campagne électorale, c'est valable aux États-Unis comme dans d'autres pays. Vous avez les propos de campagne et puis vous avez la réalité du terrain. Par contre, effectivement, la tension est palpable au Texas. Et on croise le fer entre l'État du Texas et l'État fédéral démocrate à l'heure actuelle, entre les deux entités, parce qu'il y a une poussée migratoire dans le Sud qui fait que ça n'est plus gérable. Hélène Kuntz. Réalité du terrain. Du terrain. Les gangs. Enfin, il vient en jet privé, madame, il ne vient pas à pied, il ne cherche pas à se battre avec des barbelés. Ils sont quand même dans des conditions, terribles. Je pense qu'il y a derrière tout ça un peu des fantasmes très racialisés qui sont alimentés. Et Trump, il fait ça très bien. Il fait craindre que l'Amérique sera à tout jamais perdue à un groupe de personnes qui ne reconnaissent pas nos valeurs. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faille du côté peut-être de ce qui s'est passé avec la politique de Joe Biden et de Kamala Harris? Il y a clairement un problème d'immigration aux États-Unis, mais ça ne date pas de Joe Biden. C'était un problème sous Donald Trump, c'était un problème sous Obama. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a un problème avec l'immigration aux États-Unis.
la question de la position de Donald Trump, alors certes, c'est des moyens virils, mais il y a à côté, entre les moyens qu'il présente, les déportations et tout ça, et il y a la rhétorique aussi. Parce qu'il a quand même dit récemment, les immigrés empoisonnent le sang du pays. Il a ressorti des éléments de langage qui étaient les éléments de langage du grand remplacement, les éléments de langage qui étaient au début à la frange de l'extrême droite américaine, qui maintenant est devenue quelque chose qui est utilisé plus ou moins subtilement. Donald Trump, il a récemment dit, les démocrates, veulent faire entrer des immigrés sur le territoire américain pour qu'ils puissent voter dans les années à venir, pour garder leur socle électoral et continuer à remporter les élections. Ça, c'est un message qui était, il y a 10, 20 ans, aux franges de l'extrême droite, qu'il ramène dans le... Alors, qu'il y ait une majorité de personnes aux États-Unis qui trouvent qu'il y a un problème avec l'immigration, qu'ils soient républicains ou démocrates d'ailleurs. Les démocrates au Texas, ils trouvent qu'il y a un problème avec l'immigration. Après, il y a la question de cette loi qui est donc portée par Joe Biden, mais qui a été négociée avec des républicains. C'est une loi bipartisane qui a été shut down, qui a été rejetée par la Chambre sous la pression de Donald Trump. Et Joe Biden va utiliser ça, c'est déjà devenu un message de campagne, c'est « nous avions négocié quelque chose avec les républicains et ils l'ont rejeté parce que Donald Trump leur a demandé de le rejeter ». Et ça va être clairement un message de campagne. Et ils vont tous les deux utiliser le message de Donald Trump, c'est sous Joe Biden, le chaos et notre pays va en enfer. Et Joe Biden va utiliser, nous, on a essayé de faire quelque chose et les autres nous ont empêchés. Ça va être les deux messages qui vont... Donc il va être porteur, ce thème de l'immigration. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans le Texas même, puisque c'est un État qui est solidement républicain, pour utiliser un anglicisme, depuis de nombreuses années, rouge donc. Et là, il y a peut-être des élections, en particulier l'élection d'un sénateur, Ted Cruz, qui a été lui-même candidat à la présidence. Donc on attend de voir si peut-être le rouge du Texas se teinte très, très, très légèrement dans certaines élections de bleu. Voilà, donc évidemment, c'est un grand État avec beaucoup de grands électeurs, donc absolument fondamental pour toute présidentielle. Alors l'autre grand terme, bien sûr, c'est l'économie. L'économie, toujours importante dans une élection, et en particulier aux États-Unis. Mais on a l'impression, Hélène Kuntz, que pour le moment, Joe Biden ne parvient pas véritablement à défendre son bilan économique, qui est plutôt bon. L'inflation, d'ailleurs, commence à baisser. On est en situation de plein emploi aux États-Unis. Comment l'expliquer que pour le moment, il n'arrive pas justement à le mettre en avant? Peut-être qu'il va le faire d'ailleurs demain pendant Il n'arrive pas à le faire parce que côté démocrate, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Même sous Barack Obama, on n'arrivait pas à le faire. Le service après-vente, c'est nul. Donc, malheureusement, effectivement, sur ces messages purement marketing, ce n'est pas le fort du parti. Le faire. C'est son bilan, Hélène Kuntz, bilan économique. Oui, il va le défendre, c'est très positif. Il y a des choses qu'il a réussi à faire voter grâce à toutes ses expériences à Washington, mais le public n'a pas l'appétence en ce moment pour un discours apaisé. C'est ça qui m'inquiète. On a une appétence pour des systèmes qui nous sont étrangers. C'est très curieux. On veut des choses qui viennent d'ailleurs. Vous savez, vous faites des entretiens avec des républicains, enfin peut-être pas madame, mais d'autres, qui sont curieux de l'autocratie. Ils disent, il y a des pays où il y a un mec qui décide tout. Ah ben ça serait bien, parce que nous, on s'embête à discuter de tout. Peut-être avoir un homme qui décide tout pour nous, ce sera génial, mais c'est comme ça, ils réfléchissent. Donc c'est la prime, justement, à l'autoritarisme, c'est oui, un peu ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Vanessa Bier-Schaeffer, votre réaction? En fait, le concept d'autocrates libéraux, c'est ce dont explique Emmanuel Todd dans son dernier ouvrage. C'est très intéressant, effectivement. J'invite les téléspectateurs à lire son ouvrage, c'est très, très intéressant. Bon, au niveau économique, évidemment, les démocrates ne peuvent pas parler d'économie parce que les résultats sont terribles. Voilà, l'inflation est galopante. Je ne sais pas d'où vous avez des chiffres, mais l'inflation aux États-Unis, notamment alimentaire, est terrible. Les frais d'assurance, etc., et les taxes, c'est notamment la raison pour laquelle le Texas, effectivement, est un État à suivre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui la Californie
pour se réfugier dans des États du Middle West et au Texas en particulier, parce que, bon, évidemment, il y a eu la crise Covid, etc. On ne peut pas tout mettre sur le dos du politique. On est bien en situation de plein emploi aujourd'hui aux États-Unis. Non, les chiffres. Non, il faut 2, 3 jobs pour certaines personnes pour y arriver. Vous avez des poches de développement où l'économie se maintient et tout le reste est complètement vampirisé. Mais ce n'est pas un phénomène particulier aux États-Unis, c'est, je pense, dans tout le monde occidental, et ça donne des situations absolument terribles. C'est pour ça que les hommes politiques, en général, pour les moins avisés, essaient de détourner l'attention de l'économie pour focaliser sur le social ou des sujets, cosmétiques. Ouais. Là, on a une situation explosive. Et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller de très près ces élections, parce que souvent, ce qui se passe aux États-Unis commande après par la suite ce qui se passe dans d'autres pays occidentaux. Ketevan, sur ce bilan économique. Le problème, c'est vraiment ça, c'est vraiment la com. C'est un problème de com, parce que quand on regarde les chiffres, alors certes, il y a toujours un décalage entre l'état macroéconomique du pays et le ressenti. Le ressenti des personnes qui ont du mal à payer pour leurs enfants, à acheter leur nourriture, tout ça, ça joue effectivement, mais il y a aussi un problème de com chez les démocrates, comme on disait, et de l'autre côté, quelqu'un qui est un roi de la com. Donald Trump, il peut vendre un truc, même si ça n'existe pas, il le vend très très bien, et son message, c'est vraiment d'appuyer justement sur l'économie, parce qu'il sait que c'est là où ça fait mal, et il va continuer. Si l'économie vraiment se remet, continue à se remettre, et que la situation s'améliore au fil de l'été... C'est-à-dire que l'inflation continue à baisser. Parce que voilà, peut-être que ça sera moins un problème pour Joe Biden. Je ne vois pas ça retourner l'histoire, mais je pense qu'il y a aussi l'économie, certes, on dit toujours « it's the economy stupid », mais je pense qu'aux États-Unis, notamment avec la situation actuelle et le concept des États clés, je pense que les gens votent vraiment sur un sujet... peut-être 2, et il y a un sujet dont on n'a pas parlé encore, l'avortement, qui a quand même sauvé les démocrates ces dernières années assez régulièrement. Et donc je pense que peut-être pour quelqu'un, l'avortement sera plus important que l'économie, ils vont voter là-dessus. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, l'immigration sera plus importante, donc ils vont voter pour Donald Trump, parce qu'ils le voient dans les sondages. On voit que la majorité des électeurs voient Donald Trump comme plus efficace sur l'immigration, plus efficace sur l'économie. Quand on parle de démocratie, quand on parle d'avortement, de droits civiques, c'est plus Joe Biden. Après, chacun a son sujet de cœur, si je puis dire, et je pense qu'il va quand même y avoir à un moment donné, en novembre, le choix entre les deux, et ça se fera là-dessus. Et ça sera très polarisé, à vous écouter. Les jeunes, ça restera un vote clé, Eliane Countz. On sait que c'est les jeunes qui avaient fait gagner Biden la dernière fois. C'est vrai, mais il y a cette fragilité que vous avez évoquée tout à l'heure avec les uncommitted. Il va falloir qu'ils changent potentiellement son discours vis-à-vis le Moyen-Orient pour faire regagner. Vous savez, en Wisconsin, ou c'était Michigan, c'était quand même 100 000 votants dans ce uncommitted. 100 000 votants, beaucoup de jeunes, et ça a été animé par Michael Moore, qui, lui, il a quand même un public derrière lui. Et donc là, évidemment, ça avait un impact important. Et ces jeunes, il faudrait qu'ils votent pour Joe Biden le jour J. Ils vont le faire parce que Michael Moore leur dit de le faire. Mais ils ont marqué un point quand même. On verra ça. Merci beaucoup, Eliane Countz, Ketevan Gorjestani d'avoir été avec nous, Christine Zumelo. Merci à vous, Vanessa Biar-Schaeffer, d'avoir été avec nous donc, par Skype de Toulouse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux. Restez sur France 24.